Bonjour, par Jardy Leclerc. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur France 3 Centre Val-de-Loire. On vous propose une nouvelle édition spéciale sur les inondations. Nous allons faire le point au plus près des différentes situations, en vous rappelant que 5 départements de la région sont toujours en vigilance orange, mais l'Eure-et-Loire connaît lui aussi des difficultés. Ce matin, un peu partout, il y a toujours des risques de rupture de digues, de débordement, d'étangs, des évacuations de personnes, des communes privées d'eau. De nombreuses routes sont coupées, mais heureusement, des décrues commencent à être sensibles et heureusement aussi, la météo restera aujourd'hui relativement clémente. On commence par les transports et l'autoroute A10 on circule maintenant à nouveau dans les deux sens entre Paris et Artenay au nord d'Orléans et à partir de Main-sur-Loire, on peut circuler jusqu'à Tours et au-delà. En revanche, jusqu'à Tours, pour venir de Tours à Orléans, on accède à l'autoroute à partir seulement de Château-Renaud. Voilà pour les précisions. Le gros problème de l'autoroute A10, vous le connaissez, c'est un véritable casse-tête pour faire évacuer sur cette route qui concentre 3 plaques d'eau d'environ 1 km chacune, avec toujours des véhicules qui sont immobilisés. De nombreuses solutions ont été étudiées sans garantie de succès. Et la solution, c'est peut-être le remblaiement. On fait le point avec Benjamin Savard et Pierre-Dominique Lepé. Une opération inédite et plutôt innovante. L'objectif, dégager ces véhicules au plus vite pour les rendre à leurs propriétaires. C'est ici, dans ce centre de crise du gestionnaire d'autoroute, que tout est parti. Des ingénieurs autour d'une table, une idée d'abord couchée sur le papier, puis mise en œuvre en pratique à quelques kilomètres de là sur cette plateforme de BTP à Gidy. Ici, on s'occupe de la construction de sacs de supermarché version triple XL, 3000 sacs de 2 tonnes chacun, puis direction l'autoroute pour créer ce corridor quelque peu biblique. L'intérêt de faire cette digue, c'est qu'on n'est pas obligé de pomper toute l'eau, on va pomper uniquement ce corridor. Et donc ensuite, on pense en avoir pour quelques heures, 2 ou 3 heures, et ensuite on pourra faire intervenir les dépanneurs. Une opération d'envergure interrompue dans la nuit pour des raisons de sécurité. Le travail a repris ce matin, il devrait s'achever demain, si bien sûr la météo le permet. Et puis nous l'avons appris tout à l'heure, une solution a été peut-être trouvée avec le goudronnement d'un chemin communal qui est en parallèle de l'autoroute, qui permettrait ainsi d'évacuer dans un premier temps les voitures. Situation critique, je vous l'ai dit, direction l'Indre-et-Loire. Maintenant, on est à Savonnières, on va y retrouver Franck Leroy, c'est près du Cher. Il y a une digue, Franck, qui risque de céder à tout moment. Ah oui, bonjour Denis. Effectivement, là où on se trouve avec Luc Perrault et Christophe Emery, nous sommes sur la rive nord du Cher, ici à Savonnières. C'est un endroit extrêmement critique, vous le voyez derrière moi. On se trouve très exactement sur cette digue qui menace à tout instant de céder. Il faut savoir que c'est une digue qui est ancienne, c'est une digue qui est en terre, c'est une digue qui est très étroite et qui pourrait, donc c'est ça dont on a peur, qui pourrait mal résister au coup de boutoir énorme de cette masse d'eau qui est en ce moment dans la rivière Cher. Alors on va parler un petit peu de ce débit qui inquiète. Il faut savoir que ce matin, le débit du Cher était mesuré très exactement à 660 mètres cubes par seconde. Demain, les prévisions donnent 800 mètres cubes par seconde. C'est ça qui inquiète parce que cette digue, il faut savoir que son seuil de résistance, son seuil de sûreté, c'est 800 mètres cubes par seconde. Justement, c'est ce qui inquiète. Et là, ça pourrait être balayé complètement. L'eau du Cher pourrait aller se répandre au nord et ainsi inonder des communes comme Berthenay qui se trouve au nord ou encore Saint-Genoux. C'est là la grosse inquiétude. Merci Franck pour toutes ces précisions et vous revenez vers nous bien entendu avant la fin de cette édition s'il était nécessaire. On part maintenant dans le Berry à Vignoux-sur-Barangeon. On fait le point sur le secteur de Vierzon où l'alerte finalement a été levée hier soir. Aline Mété, Mérac Mossiciam. Lydie Laufray est rentrée de vacances précipitamment. Sa jolie fermette n'avait jamais été inondée en 14 ans. Depuis mardi, le niveau d'eau est redescendu, mais peine toujours à s'évacuer dans le jardin, comme à l'intérieur. Ça a commencé par une infiltration souterraine et tout compte fait, après tous les caniveaux étant pleins,
tout s'est déversé dans le terrain qui était déjà saturé d'eau. Et donc après, tout est monté et c'est passé partout, quoi. Les meubles ont été surélevés et une partie de la famille a dû déménager pour la nuit. On voit bien ce niveau d'eau et ça, c'est monté par le carrelage. Là, ça montait, l'eau sortait d'ici, le long des petits murets. Hein, donc c'est arrivé par le sol. Voilà. On a évacué avec les filles, du coup on était à Salle des Fêtes, où on a été très bien accueillis, grâce aux villageois aussi avec l'entraide. C'était super sympa. En début de semaine, Vignoux-sur-Barangeon a connu une montée rapide de son cours d'eau. La commune se situe au milieu du Barangeon et de Lièvre. L'école a été fermée pendant 2 jours et certains se sont retrouvés isolés, comme ce couple qui ne pouvait plus sortir de sa maison. Heureusement, l'entraide s'est rapidement organisée. Il y a une très grande solidarité, parce qu'il y a quand même une centaine de personnes qui ont été déplacées, mais chez des voisins, chez de la famille. Et au niveau de la commune, on a eu à loger que 6 personnes à la salle des fêtes. L'eau s'est aussi invitée dans cet hôtel-restaurant. Il faut donc refuser les clients. Le cuisinier et sa famille ont pu surélever tout le matériel. C'est maintenant l'heure du nettoyage. Après 48 heures sans électricité, il a fallu se débrouiller. J'ai sauvé une grande partie des marchandises, comme j'ai un camion réfrigéré pour aller faire mes achats. J'ai pu vider mes chambres froides, les mettre dans le camion réfrigéré et je l'ai branché chez un voisin qui lui avait de l'électricité. Avec cette crue inédite à Vignoux-sur-Barangeon, 200 habitations ont été touchées cette semaine. Alors plus globalement, maintenant nous allons parler de la situation dans le Berry. On va retrouver Jean-Philippe Tranrevez qui est à Bourges. Qu'est-ce que vous avez comme dernière information ce matin? Les pieds dans l'eau apparemment encore, Jean-Philippe. Eh bien oui, tout à fait. Les pieds dans l'eau déjà ici autour du lac d'Auron où nous sommes. Il y a toujours autant d'eau, 60 cm dans cette rue. Les évacuations par contre sont terminées. Les pompiers ont terminé hier soir et dans la nuit. Il y avait 3 personnes qui restaient à évacuer pour des questions de santé. Elles avaient des équipements médicaux électriques et ici l'électricité est coupée dans tout le quartier pour au moins 48 heures. Le point sur les rivières, c'est le Cher-Sologno toujours en orange et qui monte. C'est la plus grosse inquiétude. L'Arnon toujours en orange aussi. Quelques bonnes nouvelles quand même. Lièvre qui baisse en amont de Vierzon. Et puis dans le nord du Cher et dans l'Indre, globalement, on a amorcé les décrues. Reste l'Auron ici où nous trouvons qui a aussi débordé dans les rues de Bourges cette nuit et ce matin. Nous sommes allés voir justement ces débordements. Voilà, et on va regarder votre sujet, justement, le sujet que vous avez tourné hier soir avec l'équipe de la locale de Bourges. On regarde. Jamais le boulevard d'Auron n'aura si bien porté son nom. Malgré les plaques de bois, la rivière a débordé. Depuis hier soir, les premières maisons sont touchées. Michel a son garage en première ligne. Il a anticipé la montée des eaux. On s'est préparé pour qu'on évite d'être noyé à l'intérieur de notre garage, quoi. Surtout au niveau de ce que nous possédons, c'est-à-dire on a peu de choses finalement, mais les outils par exemple, voyez-vous, on tient quand même à les conserver en bon état. Sur le boulevard, jusqu'à 30 cm d'eau par endroit. Inquiète, Ghislaine a sorti des bottes pour inspecter les lieux. Cette nuit, je suis allée 2 fois voir si ça ne débordait pas trop, parce que j'habite juste derrière. Ma voisine à l'angle est presque, vous voyez, ça arrive tout au bord. Et donc, il y a un peu de crainte quand même. Hein. Pour le moment, il ne pleut plus sur Bourges. Tout le monde espère donc une décrue rapide. En attendant, la circulation sur le boulevard de Juranville est toujours interdite. Allez, on part maintenant dans le Loir-et-Cher. Silo envahit Salbris et Romorantin de façon spectaculaire. Apparemment, c'est au tour de Montrichard désormais. On vous retrouve, Alain-Georges Emenet. Oui, Denis, nous sommes ici sur le quai Jean-Bart, qui est le bien nommé, avec une idée, une ambiance de cité balnéaire et un bateau. Mais pour vous donner une idée de l'auteur de l'eau du Cher, ce bateau, il n'est pas sur le lit du Cher, il est tout simplement sur les berges. Actuellement, la crue est de 4 mètres, l'eau continue à monter, elle devrait atteindre vers 16 heures 4 mètres 40. Alors ici, tout se passe avec sérénité, d'abord parce que l'évacuation préventive des personnes vulnérables a été effectuée dès hier. Réunion de crise à 6 heures, nouvelle réunion de crise actuellement à la mairie avec la gendarmerie, les pompiers qui ont été renforcés par la brigade aquatique venue des Yvelines et les plongeurs. Et puis il y a une sérénité car il y a de l'information en permanence. Montrichard a une particularité, le centre-ville est sonorisé. Donc de manière répétitive, on donne les conseils aux habitants pour qu'ils puissent éviter au maximum les désagréments, je le rappelle, d'un Cher qui continue de monter. Voilà, et on vous demande de nous excuser pour ces petits problèmes techniques, mais ce n'est pas toujours facile d'aller faire des directs dans ces conditions-là.
De l'eau aussi à la prison de Saran, on vous en a parlé cette semaine, 400 détenus ont dû être évacués, situation qui fait beaucoup de bruit car le maire de la commune ne décolère pas. La maire, elle avait mis en garde les services de l'État au moment de la construction, il y a 3 ans, en zone inondable. Reportage de Fabienne Marcel et Amélie Rigaud-Danzo. Des milliers de litres d'eau évacués des sous-sols du centre pénitentiaire de Saran. Une situation surréaliste, mais une situation prévisible selon le maire de la commune. Marie-Vonne Autain était aujourd'hui auprès des automobilistes réfugiés de l'autoroute. Mais au début des inondations lundi, elle était à la prison pour rappeler les mises en garde faites dès le projet de construction. Mes services avaient alerté depuis le début qu'il fallait absolument construire des bassins de rétention puisqu'on savait que dans ce site-là, comme dans d'autres sur Saran, l'eau ne s'infiltre pas. Je pense qu'on a fait la prison un peu à l'économie, qu'on a voulu aller très vite et qu'on n'a pas fait de bassin de rétention et qu'aujourd'hui, on paye les conséquences de ce qu'on n'a pas fait. Ouvert il y a 3 ans, le centre pénitentiaire est construit sur une zone inondable. 2 bâtiments sont hors d'usage. Conséquence, les détenus sont transférés dans d'autres prisons. Et c'est bien là la priorité de l'administration pénitentiaire qui refuse de tirer des conclusions hâtives sur les causes de ce sinistre. Moi je gère à mon niveau l'ensemble de la situation actuelle par rapport au transfert. Après il y aura un certain nombre d'expertises qui seront diligentées pour répondre à ces questions. Pour l'instant on est vraiment tout à fait mobilisé sur cette opération très particulière. Au-delà des causes se pose désormais la question des délais. 400 détenus ont quitté la prison de Saran et pour l'instant, difficile de savoir quand ils vont pouvoir réintégrer le site. Ça peut prendre vraiment plusieurs mois et peut-être même 1 à 2 ans. En fait, on ne sait pas en fait à l'heure actuelle si les 2 bâtiments en fait sont récupérables. On est en zone inondable, on est sur un marécage. La mairie de Saran l'avait déjà en fait de son côté dénoncé. Nous l'avons dénoncé depuis 3-4 ans. Et donc du coup, voilà, on se retrouve maintenant dans un énorme bourbier. Seul le bâtiment des femmes n'a pas été touché par la montée des eaux. Les opérations de pompage vont probablement se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Alors que l'on arrive à un retour presque à la normale, donc qui est en cours à Montargis, le maire Jean-Pierre Door lance un appel donc d'urgence au service de l'État, car des éboulements, pas encore des brèches, je précise, ont été découverts sur des zones en amont de la ville. S'il y a une nouvelle brèche, le maire craint un nouveau drame dans sa ville. C'est peut-être le début d'une polémique. Julien Bernier et Vincent Logereau. 3 éboulements ont été découverts en amont de la ville. Une découverte grâce à des photographies réalisées hier à l'aide d'un drone. L'éboulement le plus important est situé à moins de 500 mètres du centre-ville. Il pourrait créer une brèche dans le canal de Briare. Dans l'éventualité où vous constatez une brèche du canal, vous avez un linéaire de 4 km 500 à peu près, du bief de la Marolles qui s'écroulerait, donc avec un volume de 180 000 m3 d'eau environ, qui pourrait après se déverser en amont de l'agglomération montargoise, tout le secteur des Closiers, etc. Un excès d'eau supplémentaire serait difficile à gérer pour la ville frappée par une crue exceptionnelle, d'où le coup de sang du député maire Jean-Pierre Door. Il dénonce le mauvais entretien du canal par VNF, Voies navigables de France. Selon lui, l'organisme qui dépend de l'État manque de moyens. Il y a un traumatisme dans l'agglomération avec un drame social, un drame économique, un drame pour les mois à venir, sinon l'année. Donc il était normal que je pousse ce coup de gueule et que je dise à VNF et à l'État, prenez vos responsabilités, réparez-nous ces plaies, cicatrisez-les, de façon à ce qu'on n'ait pas de récidive, je ne sais pas quand. Dans l'urgence, des travaux de stabilisation des zones critiques ont débuté hier après-midi. Un pansement provisoire en attendant un diagnostic complet par VNF. Depuis le début de la semaine, vous le savez, le Loiret est l'un des départements, si ce n'est le département le plus touché par les dernières inondations. En attendant de mesurer le coût des dégâts, voici des images qui parlent d'elles-mêmes. Les commerces du centre-ville, qui sont longtemps restés fermés, ont ouvert à nouveau leurs portes et les commerçants constatent ce que l'eau peut détruire. Théophile Mbaka et Vincent Logereau, Julien Bernier. Le centre-ville de Montargis est longtemps resté les pieds dans l'eau. Après 48 heures de doute, d'interrogation et d'inquiétude, les commerçants découvrent et mesurent l'étendue des dégâts. Circonstance aggravante, la coupure d'électricité et ses répercussions, comme chez ce boucher. Oh là 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 là, oh le désastre, regardez.
dans la chambre froide et puis dans l'autre chambre froide à côté, on a à peu près 15 000 € de pertes, hein, rien que de marchandises. Surtout que c'est arrivé mardi après-midi, donc on avait déjà rentré la viande pour la semaine, une bonne partie de la semaine. Donc ça fait de la camelote. Hein. S'il ne pleut plus, les commerçants ne sont pas pour autant sortis du pétrin. Les commerces de bouche ne sont pas les seuls à solliciter les bennes à ordures. Dans cette librairie, par exemple, l'eau a dévasté les rayons avant de se retirer. Désormais, tous implorent le ciel et attendent comme une délivrance le passage des experts. La reconnaissance de catastrophes naturelles va vraisemblablement accélérer le processus des indemnisations. Et puis on va rester du côté de Montargis, bien entendu, vous venez de le voir sur ces images. Eh bien, on est rentré dans la phase nettoyage et on va retrouver sur place Corinne Bianrosa. Eh bien, partout à Montargis, on entend le bruit des pompes à eau comme celle qui est derrière moi. L'eau a commencé à baisser, mais la pluie qui continue à tomber eh bien, ralentit la décrue après 2 jours de vigilance rouge. L'Ouane et le Loing, en amont de Montargis, sont repassés en alerte crue de niveau orange. L'heure n'est pas encore à la réouverture des commerces. En fait, tous les efforts se concentrent maintenant sur le pompage de l'eau qui a envahi les caves. Et ça n'est pas une tâche facile car toutes ces caves sont reliées selon un système de vases communicants qui fait qu'une cave partiellement vidée peut se remplir très très vite. Enfin, une bonne nouvelle quand même aujourd'hui, on a la confirmation que la reprise des classes se fera bien lundi prochain. Merci Corinne pour toutes ces précisions. Je vous le disais en ouverture de ce journal, l'Eure-et-Loir aussi est touché par les inondations comme sur la commune d'Épernon par exemple. On est plutôt dans la phase nettoyage là aussi et remise en état et on constate un bel élan de solidarité. On écoute le maire adjoint de la commune. Il y a des gens aussi qui appellent en mairie et qui demandent à héberger ces personnes. Il y a une solidarité qui se fait sur Épernon. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Donc on a toute une liste en mairie. D'ailleurs, je le dis là, les personnes qui ont besoin. Voilà, un petit problème d'arrêt sur image et c'est pour mieux nous présenter Carole qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Alors Carole, bien entendu, on a tous les yeux tournés vers le ciel. Un mois de novembre, hein, ça ressemble à un ciel de mois de novembre. Alors, précipitation ou pas? Bon, il fait doux pour un mois de novembre, oui, c'est ce qu'on peut dire au moins. Alors ce week-end, malheureusement, nous allons encore rester sous la menace des ondées. On aurait bien eu besoin d'un peu de chaleur pour réconforter et les cœurs et l'atmosphère. Alors les ondées vont se produire dimanche après-midi essentiellement. Bien évidemment, ça ne va pas avoir de conséquences sur les inondations. Alors à partir de lundi, ces ondées devraient tout de même s'amenuiser. Mardi également, le soleil va nous refaire quelques petits clins d'œil de temps en temps, pas franchement du beau temps. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que mercredi et jeudi, eh bien, ces journées seront quasiment estivales avec du soleil pour tout le monde, des températures jusqu'à 27 degrés. Malheureusement, et j'ose à peine le dire, vendredi, retour d'une nouvelle dégradation avec des orages. En espérant que d'ici là, tout sera rentré dans l'ordre côté inondation. Merci Carole pour toutes ces précisions. Vous êtes nombreux à nous faire parvenir des images et des vidéos de ce que vous voyez près de chez vous. Nos journalistes aussi voient et prennent des images quelquefois insolites. J'espère qu'on va pouvoir les avoir à l'écran. Les voici. N'hésitez pas à nous faire parvenir sur les réseaux sociaux tous vos documents et vos témoignages et aussi sur notre site internet où vous trouverez un fil info. On continue sur l'évolution de la situation dans la région mais aussi jumelé avec France 3 Paris-Île-de-France. Je vous rappelle l'adresse de notre site, voilà, il s'inscrit sur votre écran. centre.france3.fr. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 19h. Bonne journée sur la 3.